Un démarreur à distance, anciennement, était branché avec des fils électriques. Ça veut dire que lui gérait la façon que le démarrage allait se passer sur la voiture. Maintenant, ça se passe par signaux numériques. Je veux juste apporter une information importante ici à tous ceux qui nous écoutent. On vient d'apprendre un avantage d'un produit Dodge Chrysler ici. Moi, quand je m'en vais le soir puis que je vois tempête de neige, il y a du trafic. C'est ton moment de détente. Comparativement à tout le monde que je vois dans les véhicules, des fois, qui n'ont pas l'air trop heureux. Là, tu le vois sourire. C'est un gars de Repentigny Oui, il y a des qui a belles grandi histoires pas à loin de raconter, la hein? marina. Des histoires de bateau. Oui. Jonathan, c'était quoi ta première voiture? Ma première voiture, Chevrolet Aveo 2005, avec une radio avec des petites choses rondes qui tournent. Là. Oui, ça, on appelle ça une radio single-din traditionnelle. Époque que tu n'as pas vraiment connue. Non. Parce qu'aujourd'hui, on se concentre sur l'audio en automobile. Évidemment, moi, j'ai été grand consommateur de systèmes audio. J'en ai changé souvent, j'en ai acheté souvent. J'ai changé de voiture souvent, fait que ça venait avec. Puis même si aujourd'hui, il y a des voitures que je conduis pas beaucoup, ben j'accorde une importance particulière à la qualité sonore d'un système audio dans une auto, plus que dans la maison, ironiquement. Et notre invité d'aujourd'hui, c'est Francis Gauthier. C'est un gars de métier qui connaît l'audio depuis très longtemps, travaille chez Fortin Autoradio depuis plus de 20 ans. Francis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci bonjour, de me Francis. recevoir. Merci qu'on puisse discuter de ce sujet-là qui est relativement très passionnant pour moi. Qui est passionnant pour toi, mais qui est peut-être un peu moins répandu qu'à une certaine époque. On dirait que ça a été comme un sujet oublié. Alors, merci de prendre le temps de venir nous voir. Puis, s'il vous plaît, ne juge pas notre équipement audiovisuel, parce que j'imagine qu'à chaque endroit où tu rentres, ben, tu regardes comment c'est setupé. Je dirais pas nécessairement. C'est plus dans le véhicule que ça me concerne. Ici, Okay. Beau setup, pour vrai, là, félicitations. Merci. Merci. Avant de commencer le podcast, je vais... D'où c'est parti Radio d'Auto Fortin? Comment ça a commencé? Puis... OK. Écoute, ça. moi, je suis rentré chez Fortin à partir de 2004. Fait que moi, je vais y aller de souvenirs de ce qu'on m'a raconté. Mais Fortin a commencé en 1972. Fait que c'était vraiment, là, dans le temps, là, des beaucoup plus, là, modifications du véhicule. Les véhicules, comme on discutait précédemment, les véhicules venaient pas avec, des fois, des systèmes audio. Fait que, il y avait beaucoup de conception. Il fallait qu'on rajoute des pièces qui n'étaient pas là dans le véhicule. Fait que, comparativement aujourd'hui, que les véhicules, maintenant, ils viennent vraiment tout équipés, là. Fait que, au niveau de ça, pour te rajouter ça, je te dirais, dans le temps, la qualité sonore était vraiment pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a eu une énorme évolution au niveau des véhicules. Puis quand je recule dans le temps, c'était vraiment des fois, les haut-parleurs peinaient à être en avant. C'était souvent, les gens rajoutaient des 6x9 en arrière. Puis là, quand ils voulaient avoir du bon son, là, ils mettaient un amplificateur sur ces 6x9-là. Fait que c'était comme le son venait tout dans l'arrière. Mais le monde aimait ça. C'est ce que j'ai fait dans mon Chevrolet Aveo. J'ai eu une Volkswagen Rabbit 1980, moi, qui avait un haut-parleur au centre du tableau de bord. Un seul. Tu peux pas t'imaginer ça aujourd'hui, là. Mais évidemment, Fortin Autoradio, ça a été fondé, comme tu dis, en 1972. C'est Claude Fortin qui a été le fondateur. D'ailleurs, on se connaît pour ça. Pour corriger ça, c'est son père, c'est Jacques Fortin, qui était, dans le fond, le fondateur. Et de là, malheureusement, à sa mort, Claude a pris la relève et a poursuivi, dans le fond, le rêve de son père. Comment cette entreprise-là a évolué? Je dirais, écoute, on a eu plusieurs segments différents. C'est sûr que nous, l'audio d'auto a toujours compté pour beaucoup. L'audio, je dirais, c'est vraiment, chez Fortin, c'est une passion. C'est beaucoup plus qu'un simple métier. C'est d'être capable, les gens, l'audio, dans le fond, c'est simple, c'est un langage universel. Peu importe la race de la personne, peu importe la langue de la personne, la musique, c'est des émotions, ça rejoint tout le monde. Fait que c'est important de prendre ça en considération puis comprendre que quand les gens viennent nous voir pour de l'audio, c'est beaucoup plus qu'une simple demande de dire on va changer des haut-parleurs dans le véhicule. Non, c'est la personne, elle veut vivre une expérience. Puis nous, notre mandat, c'est d'être capable, par des questions, d'être capable de comprendre son besoin et de là, d'être capable de lui livrer quelque chose là, qui va des fois être...
Puis comment tu as atterri dans ce domaine-là? Tu connaissais bien Claude? Non, pas du tout. Moi, je dirais, j'étais un passionné d'audio depuis mon jeune temps. Moi, j'étais le genre de gars que j'avais même pas encore ma première voiture, puis j'avais déjà mes pièces d'acheter. Là, je travaillais. C'est vraiment intense. OK. Oui, absolument. Là. Moi, c'est comme je travaillais dans des petits jobs, puis là, ben, je savais que j'avais mon vendeur, puis c'est drôle parce que j'étais client chez Fortin. Moi, je faisais affaire avec un représentant là-bas qui était vraiment génial. Puis, je tripais beaucoup avec lui. Puis, il me disait tout le temps, OK, ben ça c'est ton prochain morceau qu'il faudrait que t'ailles. Fait que là, je me mettais ça en tête, là, à peine comme si j'avais quasiment pas un poster dans ma chambre de mon prochain ampli. Puis j'économisais mes sous jusqu'à temps que je sois capable de l'avoir. Fait que la journée que j'ai eu mon premier véhicule, j'avais déjà tout un équipement audio comme ultra haut de gamme, haute fidélité que j'avais pris le temps de ramasser. Fait que j'ai vraiment eu une belle expérience avec ma première voiture. Puis j'imagine que le premier véhicule que tu t'es acheté, c'était pas en fonction du véhicule, mais en fonction de l'audio que tu allais mettre dedans. Ben, je vais être franc avec toi, à ce moment-là, je réfléchissais pas encore comme ça. Okay. Fait que, je veux dire, l'audio n'était pas ce qu'elle est rendue aujourd'hui. Ouais. Tantôt, on va avoir le temps là, d'aller là-dessus, mais en voulant dire, moi, c'était juste les pièces, j'étais content. C'était les marques, mon premier vrai radio Alpine. Dans le temps, c'était les amplis. Fortin était bien fort avec Boston Acoustic, qui était vraiment très, très bon. Fait que j'avais tout mon système au complet, puis c'est là que j'ai appris, là, comme... en passant des soirées dans mon véhicule à jouer avec le son puis apprendre. Parce que, je dirais qu'il y a ça, dans la vie, c'est soit que tu es chanceux puis tu vas rencontrer un mentor, qui va tout te montrer, ou tu vas être une personne passionnée par ce que tu fais puis tu vas être autodidacte puis tu vas l'apprendre toi-même. Moi, ça a été vraiment mon cas, je dirais, là. Mais tu es propriétaire aujourd'hui de Radio d'Auto-Fortin? Non, moi, je suis le directeur de Fortin Autoradio. Dans le fond, le propriétaire, c'est comme Fortin, on est une grosse entreprise qui a plusieurs branches. Puis moi, ben, je suis en charge de la branche là, de qu'est-ce qui est la boutique de détail. OK, parfait. Tu as commencé à travailler là-bas. Évidemment, ça fait longtemps que tu es là. Ça fait plus de 20 ans. Tu as vu des évolutions technologiques au fil du temps arriver. J'aimerais ça que tu me traces 2-3 lignes où il y a eu un changement drastique dans le monde de l'audio. Parce que fut une époque où les gens allaient s'acheter des radios, des haut-parleurs, comme on va chez Costco. Là, c'était commun, les gens allaient là et ça faisait presque la file pour acheter des systèmes audio. Aujourd'hui, c'est plus ça. Là, c'est un marché complètement différent. Donc, il y a eu une migration qui s'est faite. Explique-moi comment les choses ont évolué au cours de ces 20 années-là où tu as travaillé. Ben, je dirais, premièrement, c'est que l'audio d'auto, c'est très vaste. Il y a plusieurs segments dans l'audio d'auto. Tu sais, comme, là, je vais prendre malheureusement des termes anglais, là, comme il y a le terme SPL, qui veut dire en anglais Sound Pressure Level, qui veut dire la pression sonore. Ça, c'est des gens, des fois, que, on va dire, la qualité sonore, des fois, va être un petit peu moins importante, mais eux, ce qu'ils veulent, là, c'est le résultat. Là. Il faut que ça soit fort. Là. Tu sais, des fois, là, c'est le genre de véhicule qu'on voit que quand les portes ouvrent, là, ils ont 3-4 haut-parleurs par porte. Puis, c'est vraiment très puissant. Ça, moi, je dirais, c'est jamais vraiment un segment qui m'a rejoint en particulier. Moi, j'ai toujours apprécié la qualité sonore. J'ai été chanceux, étant plus jeune, d'entendre des fois des pièces audio sur des systèmes de son dans une maison qui étaient comme vraiment impressionnants, puis d'apprendre à comprendre c'est quoi que ça l'amène, l'audio haute fidélité. Puis par la suite, je dirais, au début de tout ça, je recule en 2004, oui, les radios étaient, on va dire, intelligents. Il y avait des produits à ce moment-là qui s'appelaient des processeurs audio qui étaient faits par Alpine, qui étaient très, très avancés, mais c'était des produits qui coûtaient là, des milliers de dollars, qui n'étaient pas à la portée de tout le monde. Fait que je dirais, le radio a grandement évolué dans les outils qu'il nous a donnés. Parce que je dirais... pour travailler en calibration sonore, la calibration sonore puis l'intégration audio dans un véhicule, c'est deux mondes qui sont complètement séparés. OK. Fait que d'installer une paire de haut-parleurs, de le faire de la meilleure façon possible et par la suite d'être capable de calibrer cette paire-là pour que d'un emplacement dit, cette paire-là soit la plus efficace possible, c'est bien, bien, bien différent. Fait que avec le temps est venu des ajustements. Je dirais, probablement ce qui a frappé le plus fort, pour être plus précis dans ta question, c'est vraiment de dire, c'est quand le DSP a vraiment pris le dessus là-dessus. Parce que un processeur, le DSP en passant, ça veut dire Digital Sound Processor, qu'on pourrait traduire en français par processeur de son audio, processeur de son digital aussi. Donc, c'est des outils de calibration qui nous ont permis de commencer à faire du positionnement de haut-parleurs dans un véhicule.
Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que quand, exemple, on recule anciennement, quand j'achetais une paire de haut-parleurs, je pouvais acheter, exemple, des fois une paire de haut-parleurs qu'on appelait composante. Ça veut dire qu'on avait le haut-parleur qu'on appelle le mid-bass, qui venait séparément du tweeter, puis ce qui permettait, dans le fond, d'être capable de faire en sorte que quand on écoute le son en avant, qu'on ait l'impression que le son est plus haut vers nous. Mais ça doit être dur. Si on compare une maison, tu peux pas, dans une maison, tu peux bouger les speakers, mais un auto, les speakers restent où ce qu'ils doivent être. Absolument. Puis c'est là que le processeur vient en jeu parce que moi, c'est ce qui me challenge, ce qui me drive de mon métier, c'est que je travaille probablement dans l'environnement le plus complexe et le plus hostile pour être capable d'avoir un son qui est impressionnant. Parce que dans un véhicule automobile, on est-tu d'accord que le haut-parleur qui est en avant à gauche est plus près de mon oreille que celui qui est à droite? Ben oui. Donc ça, ce que ça fait nécessairement par défaut, ça fait en sorte que quand je vais écouter le son, moi, ma représentation quand je conduis de où devrait être le centre de mon enregistrement n'est pas là du tout. Le centre de mon enregistrement est complètement, on va dire, à ma gauche. Parce que le haut-parleur de gauche, lui, rentre plus droit. Le processeur audio, ce que ça m'a permis de faire maintenant, c'est d'être capable de venir implanter des délais sur certains haut-parleurs pour lui dire, ben, toi, le haut-parleur de gauche, étant donné que tu es plus près de moi, ben, je vais commencer à te faire jouer des millièmes de secondes en retard pour laisser l'occasion à celui de droit d'arriver plus rapidement pour être capable de jouer avec l'image sonore. Ça, c'est l'expérience du gars qui l'installe que ça fait la différence? Non. Ou c'est la machine qui le fait? Ni un ni l'autre. Je dirais que ça, c'est mon expérience à moi. Là, je veux dire, moi, j'ai joué longtemps avec ça, puis moi, je le vois. Imagine-toi que mais avant, on le faisait directement par le radio. Aujourd'hui, j'ai un ordinateur sur moi, puis je suis capable d'isoler une paire de haut-parleurs, on va dire, mettons, des tweeters, puis d'être capable, juste en implantant des délais, de sentir la voix qui bouge de gauche à droite comme ça. Hein? Ouais. Puis par le positionnement de haut-parleurs aussi, avec les outils de calibration qu'on a, on est également capable maintenant de venir jouer avec la hauteur et la profondeur. Fait que c'est vraiment... ça a été un outil révolutionnaire pour moi, là, je dirais, pour mon domaine. Il y en a des gens pour qui que la qualité sonore, c'est pas important. Eux, ça les concerne. Bon, ça les concerne pas, mais savoir qu'aujourd'hui, dans un véhicule automobile, avec n'importe quel système de son qui est d'une marque, exemple Harman Kardon ou Bose, ben à ce moment-là, il faut savoir que dans le véhicule, maintenant, il y a un processeur audio-digital qui est là, qui est calibré par les ingénieurs de la compagnie, exemple Bose, qui, eux, ont dit, bon, ben nous, tel véhicule, notre programmation, voici le résultat sonore, voici ce que c'est supposé de donner. Puis est-ce que ça permet d'écouter, par exemple, de la radio parlée, de la musique classique, du gros dance? Tu as une variété où tu vas avoir une qualité sonore qui va toujours être optimale? Moi, ce que je dirais là-dedans, c'est on peut optimiser pour un style de musique particulier, mais quand un travail est bien fait au niveau de la calibration sonore, n'importe quel style de musique est supposé de bien jouer. Et moi, par le passé, là, je recule à 15 ans, quand j'ai commencé à jouer avec des DSP, je pensais que c'était ça. Moi, je pensais qu'il fallait que je pose la question à quelqu'un pour lui demander c'était quoi son style de musique, puis là, il fallait que j'adapte. C'est comme un peu les radios, les equalizers. Ouais. Je pensais que c'était ça mon travail, pas en tout. Le travail, c'est d'être capable de voir, d'analyser. Tu sais, comme aujourd'hui, avec les outils avec lesquels je travaille, moi, je suis capable de mettre une image sur le son. Okay. Je suis capable d'aller voir, là, dans le véhicule, le haut-parleur qui est placé là, malheureusement, crée une réflexion sur le pare-brise, puis dans on va dire, mettons, dans ce spot de son-là, dans ces fréquences-là, le haut-parleur sur-reproduit ce son-là. Donc, moi, ma job, c'est d'être capable de le voir, de l'analyser, puis d'être capable de pouvoir le baisser pour faire en sorte que le rendu sonore soit ce qui est supposé d'être. Tu sais, tantôt, quand on parlait un peu, là, la maison, dans la maison, on n'a pas nécessairement besoin de faire ça parce que dans une maison, souvent, la salle est déjà préparée d'avance. Les haut-parleurs vont être vraiment dans un angle, le banc va être à la bonne place, tandis que moi, j'ai pas ce luxe-là. Fait que moi, il faut tout que je coordonne autour. Oui, puis ça varie entre une Porsche Cayman, un Ram 1500, puis une Dodge Grand Caravan, mettons. Ouais. Là. Tu sais, la façon dont tu vas installer ça. Moi, je me souviens de l'époque, c'est 1993, quand Mazda avait lancé sa RX-7, puis qu'il y avait des tunnels
audio qui passaient partout dans le côté pour venir placer les haut-parleurs en hauteur. Quand Jeep a installé ses premiers tweeters à la verticale plutôt qu'à l'horizontale sur la planche de bord en 2007, c'est des trucs que tu ne voyais pas. Puis c'est là que tu as commencé à comprendre que la direction des haut-parleurs jouait un rôle important. Là. Ce que tu me dis essentiellement, c'est que la qualité du haut-parleur ou du radio comme tel, sans dire que c'est secondaire, c'est un élément parmi les différents facteurs. Toi, tu vas être capable d'aller jouer avec les ajustements pour amener ça plus loin. Oui, dans le fond, l'audio, règle générale, on va la figurer comme si c'était une chaîne. Puis la solidité de notre chaîne va se mesurer grâce à notre maillon le plus faible. T'sais. Moi, personnellement, je trouve que le maillon le plus faible dans un véhicule automobile, c'est le radio. Il faut comprendre... Ah ouais, hein? Ben oui. C'est quoi la différence versus il y a 10, 15, 20 ans? La différence, c'est que, il y a 10, 15, 20 ans, je pouvais régler ce problème-là simplement en enlevant la radio originale puis en la remplaçant par une meilleure radio. Ça se fait plus aujourd'hui? Alpine ou Pioneer, Kenwood. Tu peux pas faire ça aujourd'hui. En même temps, comme il parlait Porsche, n'importe qui d'autre. La majorité des véhicules maintenant, toutes les radios sont embarquées. C'est rendu des écrans intégrés dans le tableau de bord. L'écran contrôle beaucoup plus que l'audio. C'est vraiment rendu une interface multimédia complète. Souvent, on va avoir les informations du véhicule et tout. Fait que on a pu le faire pendant une certaine, je vous dirais, période de temps. Mais aujourd'hui, mettons qu'on se parle, à l'heure qu'on se parle, là, c'est rendu très, très complexe de remplacer les radios. Puis moi, personnellement, c'est plus quelque chose que je recommande parce que quand je pense à mon client, il faut toujours que je pense à lui, quand il achète son équipement, bien, tu sais, ça a une valeur, ça y a un produit. Quand il va remplacer son véhicule, est-ce qu'il va être capable de pouvoir avoir un retour de valeur? Est-ce qu'il va être capable de récupérer de l'équipement? Dans le cas d'un radio, malheureusement, le pourcentage est vraiment très faible. Parce que peut-être que dans mon véhicule 2024 que je m'achète là, je vais être capable de le faire parce que c'est un des rares qui me permet encore de le faire. Mais à mon prochain changement de véhicule, je suis probablement mort. Mon radio, je ne pourrais plus rien faire avec. Si tu vas t'acheter un F-150 2026 aujourd'hui et tu n'aimes pas le système de son, on peut aller te voir et te dire « change les speakers ». Ou ça se fait pas vraiment? Oui, mais je vais te conseiller de ne pas faire ça. OK. Parce que, encore là, dans l'audio, dans la chaîne dont je parle, le problème prime abord, c'est toujours le préampli, ce qui veut dire le radio et l'amplificateur. Puis quand on y pense, c'est logique parce qu'il n'y a pas une compagnie qui va faire affaire avec un fabricant comme Bose puis qui va dire « Écoute, moi, là, mets-moi un système de son dans tous mes chars que tout le monde va être hyper impressionné. J'ai no limit sur le budget. » Ça ne marchera pas comme ça. Ouais. Ils sont toujours dans un budget très serré. Il faut que tu sois capable de me faire de quoi de bon, mais d'arriver, mettons, dans un certain... Un bon qualité-prix. Un certain price range. Okay. Puis ça fait en sorte que pour les gens qui recherchent de la haute fidélité, une bonne sonorité, pour les gens qui avant auraient changé leur radio pour avoir un meilleur son, mais l'information part du radio. Si cette information-là, je ne peux pas l'améliorer en changeant le radio, il faut que je sois capable de l'améliorer en la processant. C'est de là qu'un processeur audio avec un amplificateur rentre en ligne de compte. C'est le choix logique aujourd'hui à faire. Remplacer un radio, selon moi, oui, c'est correct, mais ça l'a... Physiquement, ça se fait plus. Là. Tu regardes, je sais pas, moi je pense à un Chevrolet Equinox électrique que j'ai conduit récemment. Ça, c'est terminé. Tu peux pas installer un radio là-dedans. Ça ne se fait pas physiquement. Exactement. Donc, il faut que tu gères à partir de ce que tu as là. C'est ça. Puis évidemment, l'informatique dans un véhicule moderne, ça passe aussi par le volant, ça passe par ton téléphone cellulaire. C'est pas limité à un bouton qui est sur la planche de bord. Fait que, tu sais, il y a des trucs qui se font carrément plus. Mais là, je veux revenir un peu en arrière parce que moi, je me souviens de l'époque où on achetait des magazines audio et où on voyait littéralement des gars installer des kits de son à 30, 40, 50 000 watts, des murs de son. Je m'étais installé dans un salon automobile, je pense que ça devait être un des SCP 1, 2, 3 qu'il y avait eu à Montréal au début des années 2000, où il y avait la van Kenwood qui était là. Il avait mis un écran, puis il faisait jouer le film Terminator 2 dans la fourgonnette. Puis là, il t'installait littéralement à l'intérieur. Puis là, tu avais évidemment Arnold Schwarzenegger qui arrivait puis qui tirait des coups de 12. Ça te passait à travers le corps. Ça devait être assez impressionnant. C'était
Puis il y avait quelque chose comme 50 000 watts dans ce véhicule-là, évidemment, qui avait été isolé en conséquence. Les boulons avaient été renforcés, tout avait été... Un véhicule de show, là. Tout a été C'est un pensé. véhicule de show, ça devait coûter des centaines de milliers de dollars monter une affaire comme ça. Ça existe encore, des Mais c'est projets ça, comme ma ça? question, c'est que c'est un véhicule promotionnel pour l'entreprise, pour Kenwood, puis il devait avoir l'équivalent chez Alpine, chez Orion, chez Cerwin-Vega, je sais pas, moi je nomme des marques comme ça au hasard. Aujourd'hui, les compagnies font leur promotion comment? On dirait qu'on les connaît même plus, ces entreprises-là. C'est vrai, les temps ont changé. C'est que maintenant, les compagnies, c'est plus le temps, le tape à l'œil qu'ils vont chercher parce que, tu sais, on va s'entendre au niveau budget promotion, ça coûtait extrêmement cher de faire ces véhicules-là. Hey, ça devait être effrayant. Moi, j'ai eu l'occasion de voir un véhicule Alpine F1 Status qui avait fait, c'était un camion, écoute, on aurait dit un vaisseau spatial. Ça ne pouvait même pas rouler sur son propre pouvoir. Tu rentrais là-dedans, là, il y avait complètement tout enlevé le véhicule, il y avait tout refait avec des formes sinueuses. Tu étais assis en plein milieu, tu te sentais comme dans un jet. Le système de son t'englobait totalement. C'était vraiment une expérience en soi. Moi c'était une Chevrolet Astro, je pense. Ouais, moi, c'est un BMW X5, je pense qu'il avait fait dans le temps. Okay. Là, si je reviens dans ma mémoire, ça fait quand même plus de 20 ans, mais c'était très impressionnant. Aujourd'hui, les compagnies, on ne voit plus ça parce qu'il n'y a pas de demande pour ça. T'sais, c'est très rare qu'on va avoir quelqu'un. Souvent, oui, il va y avoir des passionnés, mais je dirais souvent, ces gens-là veulent faire leurs modifications aux autres mêmes parce que c'est un projet. Là, mais c'est une mode personnel. qui a passé. C'est une mode, je dirais, qui a été beaucoup influencée par comme l'ère Fast and Furious, là, dans le temps où on voyait là, les véhicules modifiés, les néons, les systèmes de son. Mais autant qu'aujourd'hui, on voit plus ça, des néons, les chars de course. Mais je dirais vraiment que l'audio, les gens, aujourd'hui, la demande principale que j'ai chez Fortin, c'est, écoute, je veux un système de son pour moi. Je veux pas un système de son pour les autres. J'ai pas envie que le monde m'entende à 3-4 rues. On a tous grandi, on a des familles, on veut que le véhicule reste ergonomique. Faut que tout soit designé en conséquence. D'autres choses aussi, c'est qu'avant, les vagues de vol étaient très, très, très intenses. Fait que, souvent, les gens qui achetaient de l'équipement qui valait cher, on se faisait voler par la suite. Ça en a découragé plusieurs. Surtout si les gars mettaient des collants Alpine Kenwood sur leur auto. Moi, on voyait ça à jamais l'époque. compris ça. C'est comme si c'était une pancarte publicitaire pour les voleurs. C'est comme littéralement. je sais exactement ce qu'il y a dans le véhicule. Mais non, ça a complètement changé. La demande n'est plus du tout dans cette direction-là maintenant. Vraiment, la demande, c'est les gens... J'ai grandi, j'aime le bon son. Je vais vous faire part d'une de mes expériences, mettons, personnelles. Moi, là, j'ai une jeune famille à la maison, j'ai un chien. Quand je finis de travailler, là, j'ai un deuxième chiffre qui m'attend à la maison. Moi, j'ai pas le temps d'avoir un système de son haut de gamme. Je verrais même pas quand j'aurai le temps de pouvoir m'asseoir puis de pouvoir vraiment en profiter. Dans mon véhicule automobile, c'est une scène incroyable. Les haut-parleurs, la façon que c'est positionné, là, c'est vivant. Moi, quand je m'en vais le soir et que je vois tempête de neige, il y a du trafic. C'est ton moment de détente. Comparativement à tout le monde que je vois dans les véhicules, des fois, qui n'ont pas l'air trop heureux, moi, là, je me cale dans mon banc, là, puis là, je me place ma playlist, là, puis j'arrive chez nous, là, je suis ressourcé, je suis détendu. Ça a été un massage pour mon cerveau, un massage d'émotion, tout le long que ça vaut tellement la peine, je trouve. Ça amène tellement les gens à pouvoir décrocher, relaxer. Fait que, c'est pour ça, moi, je dirais principalement... l'audio haute fidélité, c'est vraiment rendu le trend. Ouais. Juste reclarifier, fait que les nouvelles voitures, tu veux améliorer un système audio, tu peux pas faire ça tout personnellement. Tu peux pas changer ton ampli, des speakers, pour aller voir un gars spécialisé comme vous autres. Ben, écoute, tout est possible. Maintenant, on vit dans l'ère YouTube, là, fait que je dirais, pour être capable d'installer des produits comme ça se fait bien. Là où les enjeux sont, on va dire, un petit peu plus importants, c'est au niveau de la calibration sonore. Parce que c'est toujours un peu le même principe. Achète un ampli de maison pour chez toi à 5 000 l'ampli, puis qui vient avec un petit micro là, de calibration, d'ajustement, puis tu le laisses dans la boîte, tu passes ça, tu mets ça à on une fois que les haut-parleurs sont branchés, puis tu écoutes ça comme ça. Tu vas te priver énormément. Mais ça, on est dans le même principe. Installer un processeur audio, c'est quelque chose. Maintenant, de pouvoir aller l'optimiser, le calibrer pour faire en sorte que tout joue à son plein potentiel, c'est un autre part de la manche. Fait que c'est comme j'ai un Dodge Ram personnellement 2025. C'est là que je devrais aller te voir et dire hey, juste te dire que ça moi. n'existe pas un Dodge Ram 2025, c'est un Ram 1500. On va se le faire Dodge, dire. Ça depuis 10 ans, essaye de nous faire croire que Ram, c'est une marque et que Dodge ne fait plus partie de l'équation. Je te corrige, Jonathan. C'est correct, Antoine. Mais oui, pour optimiser
je le sors du lot, je l'amène chez vous, il va être optimisé. Là. Il y a du potentiel à faire. Dès le départ, là, des fois, là, je dirais le plus gros enjeu qu'on vit présentement, c'est qu'il y a différentes écoles de pensée. Il y en a qui vont dire, quelqu'un qui me dit, bon, ben écoute, moi, je vais embarquer là-dedans, je veux améliorer la qualité de mon audio. C'est quoi l'étape numéro 1 que je dois faire? Et là, il y a 2 directions selon à qui on va parler. Il y en a qui vont dire remplace les haut-parleurs. Il y en a qui vont dire remplace soit le radio ou ajoute un amplificateur avec un processeur audio intégré. OK. Moi, personnellement, je suis de cette école de pensée-là. Moi, je fais beaucoup d'analogies quand Parce je parle que les haut-parleurs sont sous-exploités? à 100 Un haut-parleur est tellement capable d'en prendre plus. Puis, tu sais, moi, je dirais, Ah, moi, je fais des systèmes d'audio vraiment de haute fidélité. Puis, des fois, là, ce qui m'excite le plus, là, tu sais, qui me challenge le plus dans mes journées au travail, c'est quand je prends un véhicule avec des haut-parleurs que je le sais qui sont en papier-carton, là, puis que j'amène ça là, à un résultat là, que la personne est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux même pas croire que c'est les mêmes haut-parleurs Ah, que je ouais. t'en... Oui, absolument. C'est sûr que pour un Il y a une audiophile, limite. il y a une Oui, oui. limite. Il y a une limite de par la conception. Mais le point est que le haut-parleur est extrêmement sous-alimenté. Puis des fois, encore une fois, les gens n'ont pas besoin des fois de s'en aller là, à mettre 10 15 000 dans un système de son. Les gens veulent juste un meilleur son. Ben c'est simple maintenant. Ça prend une petite boîte en métal qui est un amplificateur DSP multicanaux. Cette boîte-là, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est quand vous l'achetez, voyez ça comme un investissement. Parce que, tu sais, vous, là, vous achetez un ampli de maison, puis vous Ouais. déménagez, vous changez de maison, vous allez emmener votre ampli, vous allez emmener vos haut-parleurs. Mais dans un véhicule automobile, si, exemple, on est capable juste d'intégrer un ampli DSP sans changer les haut-parleurs, mais là, le coût de main-d'œuvre, le coût de revient, tu sais, si on pense à la personne vend sa voiture, veut en acheter un autre, la main-d'œuvre à investir pour tout aller récupérer le système versus d'aller récupérer une Juste la seule petite boîte. boîte. OK. Ça fait un énorme impact. C'est quand même universel d'abord, si on peut la transférer de ton... Absolument. OK. C'est les amplis DSP. Tu sais, comme moi, je travaille avec la compagnie Audiotech Fisher, qui est une compagnie allemande, je vous dirais. Là, c'est pour avoir travaillé avec plusieurs compagnies par le passé, j'ai jamais travaillé avec une compagnie qui m'a donné autant de, de marge de manœuvre que ça. OK. Tu sais, une autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que quand on travaille avec des produits comme ça, il faut toujours qu'on prenne en compte aussi tu sais, le climat dans lequel on vit. Tu sais, parce que c'est beau, on vivrait toujours l'été, mais Es-tu en train de l'hiver... me dire qu'il y a des amplis d'hiver? Oui, je dirais qu'il faut faire attention de toujours acheter un produit avec lequel on sait qu'on va être capable de bien le faire vieillir. C'est beaucoup plus dans cette direction-là que je veux pointer. Mais oui, c'est un produit, on l'enlève, on le prend, on le remet dans le nouveau véhicule et on refait une programmation. Je te pose une question toute simple, évidemment, qui va parler à bien des gens. Je prends le véhicule le plus vendu au Canada, qui est un RAV4 XLE. OK? Ouais. Système audio bien ordinaire, 6 haut-parleurs, ça sonne correct. Combien ça me coûte pour amener la qualité audio dans un véhicule comme celui-là à un niveau beaucoup plus décent? Disons au niveau du RAV4 le plus luxueux, qui lui va peut-être t'offrir un système JBL à 9 haut-parleurs ou etc. Je ne sais pas quel est ton barème, mais tu comprends ce que je veux dire. Absolument. Autrement dit, les gens sont déçus. Tu sais, moi, j'essaye beaucoup de véhicules, puis je peux te dire que les systèmes audio que je trouve les plus ordinaires, c'est souvent chez Subaru. Ben, qu'est-ce que je fais? Je confirme que c'est OK, bon. c'est Fait- quelque chose qu'on se fait dire souvent. On a beaucoup de clients de Subaru qui ne sont pas satisfaits de l'audio. à Fait que, tu l'intérieur. sais, moi, je prends une Subaru Outback, je fais comme, OK, ça sonne ordinaire. Combien ça me coûte pour amener ça à un niveau intéressant sans que ce soit démesuré? Ben, je dirais, mettons, l'investissement... OK. L'investissement de base est aux environs de 1800-1900 $ installation comprise. L'installation, Quand même abordable. ouais, l'intégration que moi je suggère à tous les clients est aux environs de 2500 $ plus taxes. C'est quoi la différence entre les deux? Un sub. J'aime ça qu'ils disent 1800, 1900 taxes incluses. Non, j'ai jamais Juste- dit taxe in. Ah non, Installation, installation incluse. incluse. Je Excuse. parle jamais des taxes. Oui, c'est ça. Parce que là, il m'ajoutait les taxes à la fin, mais il m'en parlait pas au début. C'est correct. Non. T'as bien fait de me corriger. La différence entre un 1008 puis un 1009 puis un 2005, c'est un subwoofer. Parce que dans l'audio, il faut comprendre que on essaie toujours d'aller travailler pour être capable d'avoir une définition dans 3 plages de son. OK? Le son fonctionne, on va dire, de 20 Hz à 20 000. Oui, ça peut monter au-dessus, mais l'oreille humaine va arrêter d'entendre au-delà de 12-13 000 Hz. Maintenant, ce que nous, on fait, c'est qu'on dit, cette plage de son-là, il faut qu'elle soit couverte par 3 haut-parleurs. Il y a le treble, que tout le monde connaît. Là. On a tout ça dans notre radio, que lui, normalement, c'est le haut-parleur d'aigu. C'est son travail de le faire.
Maintenant, on a le médium, que lui, c'est le haut-parleur dans la porte de le faire. Mais on a aussi les basses. Les basses sont malheureusement pas représentées dans un véhicule. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre des haut-parleurs 6x9 pour tenter d'avoir un haut-parleur avec une plus grande surface pour être capable d'aller chercher plus d'attaque, plus de punch, mais on ne sera pas capable d'aller chercher la profondeur qu'il va avoir dans la musique. Puis il faut savoir que dans un enregistrement, quand il y a un master qui crée la chanson, il y a environ 30% des sons d'une chanson qui vont se passer dans des fréquences de basse ou ce que c'est un subwoofer qui va être capable de venir donner ces sons-là. Fait que si on ne met pas de sub, il y a 2 facteurs qui vont se passer. C'est soit, premier, qu'on va trouver qu'il manque de profondeur, puis on va tenter d'aller pallier à ça en augmentant la bass dans nos haut-parleurs. Mais ce qui se passe à partir d'un certain moment, c'est qu'on va demander à notre haut-parleur de commencer à faire un travail pour lequel il n'est pas conçu. Fait qu'on va commencer à avoir de la saturation, on va sentir que le son ne sera pas bon. Si on ajoute un sub, puis je vous le dis, là, le sub, là, moi, je suis triste pour le subwoofer parce que le subwoofer, c'est probablement le haut-parleur le plus mal aimé que je connais parce qu'il a tellement été stéréotypé avec le temps. Là, je recule à Fast and Furious, là, les gros subs qui prenaient tout l'espace dans la valise. J'ai eu ça, moi, dans ma Jetta. J'avais 2 Sherwin Vega 14 pouces face à face dans une boîte en plexiglas, puis j'avais de la misère à mettre une raquette de tennis dans le coffre. C'était ça. Mais c'est stéréotypé parce que tout le monde pense que quand je dis le mot sub, tout le monde s'attend, dans leur esprit, tout le monde s'attend à ce que ça soit comme ça. Ben, moi, tu m'as appris que c'était plus ça parce que tu as fait une installation dans une de mes voitures il y a 3 ans, dans une petite Mazda MX-5. Avec ton petit 8 pouces, là. Ben, c'est ça. C'est tout petit, ça prend pas d'espace. Puis Dieu sait qu'un coffre de Mazda Miata, c'est pas grand. Ouais. Je me sens même pas handicapé avec ça. Fait que oui, il y a eu beaucoup d'évolution. C'est ça, exact. Fait que dans le fond, le subwoofer est important, mais il n'est pas obligé d'être gros. Fait que, c'est pour ça que de là, que moi, quand je dis dans une solution en 2500, c'est que j'amène un type de son qui n'est pas présent dans le véhicule. Fait que ça fait une énorme différence parce que là, à ce moment-là, c'est que je peux me permettre de dire aux haut-parleurs de porte qui, on n'oublie pas, sont d'origine. Si un haut-parleur de porte d'origine, je lui en demande plus, je ne peux pas lui demander de faire le même effort d'aller jouer dans tous les sons. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je truque la patente. Je vais lui dire, OK, je vais te demander de jouer plus fort, je vais t'envoyer une meilleure définition, fait que je vais te demander de jouer plus détaillé. Par contre, ce qui va t'affaiblir, le surplus de bass, je vais le retirer, puis je vais aller demander à un haut-parleur qui est spécifiquement conçu pour ça, d'être capable d'aller produire ces sons-là. Fait que ça fait qu'on va avoir un meilleur équilibre dans le véhicule. Tantôt, tu as donné des idées de prix, mais qu'on prenne un Corolla ou un Tesla ou un Mercedes AMG, est-ce que la programmation pour que ça fonctionne reste le même quand même s'il y a plus d'informatique dedans? Absolument. Absolument. Okay. Les véhicules, je dirais, les véhicules qui sont très chanceux maintenant ont des interfaces. Je vais donner un exemple. Dodge Chrysler, Mercedes aussi, dans un certain point. Il y a des véhicules qu'on est capable d'utiliser une interface qui prend l'information. Attends, je vais reculer un peu. Je veux juste apporter une information importante ici à tous ceux qui nous écoutent. On vient d'apprendre un avantage d'un produit Dodge Chrysler ici. C'est pas souvent qu'on a des avantages sur ces produits-là ces temps-ci. C'est beaucoup plus du négatif que du positif. Mais sur l'audio, il y en a un gros point. On va le mettre de l'avant. Sur l'audio, il y en a un très gros parce que la manière que Dodge Chrysler Jeep va communiquer entre son radio et souvent un amplificateur externe, c'est que c'est une communication digitale. C'est un langage très particulier. Puis il y a des compagnies qui ont été capables de faire en sorte de comprendre ce langage-là, puis d'être capable de nous le traduire dans un langage, on va dire numérique, mais standard, souvent la fibre optique standard qu'on connaît, là, qu'on appelle un Toslink, et de là d'être capable de rentrer l'information dans un ampli qui a un processeur intégré, mais de manière numérique. Fait que tu as me dire que tous les manufacturiers, ils font quelque chose de similaire pour tous s'adapter ensemble. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui font ça. On le voit beaucoup, par contre, souvent dans les véhicules qui viennent déjà avec un système de son audio un petit peu plus performant. Je vais donner le cas de Toyota, mettons, avec un JBL. On a beaucoup de clients que nous, malgré le fait qu'ils ont des JBL, ils viennent nous voir en disant comme hey, « je suis déçu, j'ai payé cher pour mon option ». Puis ce qui est le plus dommage là-dedans, c'est qu'avant, les gens étaient capables de sélectionner, de dire « je veux payer pour le système de son. Ça va me coûter plus cher, mais je vais l'avoir embarqué ». Maintenant,
tous les véhicules, ça fonctionne dans des packages d'options. Ça veut dire que c'était ma prochaine question. Il faut que tu ailles le package Super Plus pour avoir le système audio à l'intérieur. Ouais. Fait que des fois, ça fait en sorte que la personne que lui, dans ce package-là, ce qui l'intéressait, c'est le système audio, ça fait en sorte que le système audio, elle va le payer très cher. De là qu'il est bien mieux de venir investir dans l'après-marché pour dire, j'achète mon amplificateur DSP. C'est un investissement considérable au départ, mais par la suite, le produit, je l'ai payé. J'ai plus besoin. Dans mon 2500, pour donner une idée, un ampli DSP a une valeur de 1400. 1400 plus taxes. Okay. Fait que ça veut dire que ça, mon 2500, là-dedans, j'ai un sub à peu près à 500$ plus un ampli qui est à 1400. Fait que ça veut dire que j'ai environ 1800$ de matériel que je vais pouvoir récupérer. Puis tout ce que je vais avoir à faire dans le véhicule suivant, c'est juste de repayer l'installation. Ouais. T'sais? Mais parce que là, évidemment, je suis directement concerné par ce que tu viens de dire, parce que je viens de m'acheter un camion où j'ai pris un modèle supérieur pour notamment avoir le système audio Bose, etc. Je comprends que ça vient avec d'autres trucs. Mais à quel point, quand tu t'assois dans une voiture aujourd'hui puis que tu vois Bose, Bowers & Wilkins, Bang & Olufsen, tous les noms qu'on peut lire, à quel point c'est du marketing? Puis est-ce qu'on a vraiment une réelle plus-value de payer plus cher pour avoir ces systèmes audio-là? Si on J'ai compare... un peu peur de la réponse. Oh, non. Ici, tu as quelqu'un d'audiophile. Fait que de dire que je serais très satisfait par un système audio d'origine, ça va être difficile. Mais toutefois, je vais quand même prendre soin d'effectuer des comparables. Si on compare un véhicule avec un système d'audio de base versus un audio amélioré, oui, il va y avoir une différence. Par contre, pour une personne qui est audiophile, il risque de pas, des fois, avoir cette différence. Parce que si on retourne à ce que j'ai dit tantôt, le son est une chaîne. Le premier maillon de la chaîne, c'est le préampli, c'est le radio. J'ai jamais vu dans un véhicule un radio Bose. Moi, je vois des amplis Bose, je vois des haut-parleurs Bose, mais je vois pas de radio Bose. Le radio est toujours le même. Donc, tout dépend maintenant de la capacité du radio à être capable d'envoyer une information précise, digne de la haute fidélité, à l'ampli Bose pour qu'elle fasse son travail. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine? Ben, peut-être que pour des gens pour qui l'audio haute fidélité, c'est pas quelque chose d'important pour eux, ils vont trouver qu'il y a une amélioration. Maintenant, est-ce que ça vaut le prix est-ce que ça vaut la peine d'aller payer ce prix-là? Moi, personnellement, je mets au défi n'importe qui de prendre la moitié du montant que l'ajout va leur coûter puis de venir nous voir dans une boutique spécialisée. Ah, ben oui, venez nous voir dans une boutique spécialisée puis vous allez tomber à terre, vous allez être renversé. Je prends un exemple. Là, Audi va te vendre un système audio qualité supérieure pour 2800$. Option individuelle. Ce que tu vois de moins en moins, là, mais tu en as encore chez Audi, chez BMW des fois. Ben, tu me dis que pour la moitié du prix, je peux avoir une meilleure qualité sonore en allant te voir. Ben absolument. Absolument. C'est quand même je suis convaincu. Moi, je suis convaincu de ça. Parce que, comme je dis, tout est sous-exploité dans le véhicule. Il faut juste être capable d'aller... à remonter ça, là, aller chercher là, un petit peu de plus de raffinement, là, puis ça va faire déjà une grosse différence. Mais là, je me fais l'avocat du diable parce que je me souviens qu'à une époque, tu pouvais acheter des systèmes de son, des radios, des haut-parleurs à peu près n'importe où, chez Walmart. Canadian Tire vendait ça. Il y avait des magasins d'audio dans toutes les petites villes du Québec. Aujourd'hui, c'est plus ça. Ça a énormément changé. Fait que j'ai pas l'impression que les gens sont au fait de ce que tu nous dis aujourd'hui. J'en doute pas. Et je me demande donc, est-ce que c'est ta seule source de revenus? Est-ce que l'audio que tu me décris aujourd'hui en termes de modification, c'est ça qui vous fait vivre? Bien, je dirais que nous, on touche à beaucoup de branches de l'audio. On touche l'audio automobile, le processeur, je dirais que c'est vraiment notre principale source de revenus. Mais il y a une éducation à faire là-dedans. À 100%. Moi, je ne mentirais pas. J'ai au-delà peut-être de 100 heures de formation à mon actif. Mais moi, je suis passionné par ça. Moi, c'est pas un travail. Là. Moi, quand je suis chez nous, des fois, puis je scrolle les réseaux sociaux, ben moi, ça ressemble à un réseau social de job parce que c'est constamment ça. Mais il faut être capable de suivre les tendances. Il faut être capable de suivre les manufacturiers. Puis moi, je pense que c'est ça qui manque à notre industrie. C'est les gens qui veulent être capables d'amener un niveau de professionnalisme à ça, parce que sinon, on est dépassé trop rapidement. Là, les gens, comme moi, je recule, mettons, à 15 ans, j'étais seul, moi, en train de programmer ça, mes DSP, puis personne ne connaissait ça. Je ne pouvais pas me référer à personne, mais il a fallu que j'apprenne par moi-même. Mais ça, cette expérience-là, aujourd'hui, oui, je suis en confiance, oui, je suis en contrôle,
Mais on recule à v'là 15 ans, je n'avais pas cette confiance et ce contrôle-là. Fait que c'est très difficile pour quelqu'un d'arriver puis d'être dans un petit contrée éloigné où ce que, tu sais, des fois, les gens, la majorité de l'information se passe en anglais. Fait qu'on n'est pas capable d'avoir l'information concrète. Fait qu'on se sent un peu seul. Puis des fois, ben, les gens, par manque des fois de confiance, vont simplement dire c'est trop compliqué, c'est pas mon créneau, je toucherai pas à ça. Fortin, c'est aussi des systèmes d'alarme, des systèmes anti-vol, des démarreurs à distance. Ça fait aussi partie de votre business. Là. Absolument, absolument. Nous, on est vraiment spécialisés dans tout ce qui est là, système de sécurité, système de démarrage à distance, parce que c'est quand même, je dirais, une grosse partie. Nous, on a une manufacture de produits, puis tout est manufacturé, fabriqué ici au Québec même. Là. Tout le contrôle de qualité est vraiment pris très, très au sérieux. J'ai une question. Oui. Un démarreur à distance, et Jonathan pourra en témoigner, ça fait vendre beaucoup de batteries de voitures parce que ça va souvent surcharger le démarrage d'un véhicule. Est-ce qu'on a réussi à développer des démarreurs à distance d'après-marché qui ne viennent pas sacrifier la vie d'une batterie de voiture aujourd'hui? Je dirais oui, absolument. Parce que, dans le fond, pour mettre ça simple, un démarreur à distance, anciennement, était branché avec des fils électriques. Ça veut dire que lui gérait la façon que le démarrage allait se passer sur la voiture. Maintenant, ça se passe par signaux numériques. C'est des informations qui sont envoyées au véhicule, puis quand le véhicule démarre, il démarre dans ces mêmes protocoles que s'il aurait démarré d'origine. Ça ne peut pas survolter. Tu n'as plus besoin de couper de fil. Maintenant, je dirais, attendons-nous. Je ne peux pas dire que tu n'as plus besoin. Il y a certains véhicules qui le demandent, mais je dirais la majorité des véhicules les plus populaires sont maintenant couverts par des harnais de branchement qui fait que l'installation est... C'est quasiment plug and play qu'on appelle. Il y en a beaucoup qui sont rendus à 100% plug and play. Là. Sur le même principe que tu vas avoir un démarreur à distance sur ton application mobile. Là. Maintenant, pour revenir à ta question, parce que je vais t'expliquer ce qui se passe par rapport aux batteries, c'est pas le démarreur à distance quand il démarre le véhicule qui va créer le problème, c'est la consommation. Puis ça, moi, je me suis rendu compte de ça à partir du moment que la COVID est arrivée. Les gens ont tous resté à la maison. Il y a des gens qui circulaient normalement avec leur véhicule qui ont arrêté de le faire. Ouais. Et de là, les problèmes de batterie sont arrivés, des ci, des ça. Quelqu'un qui a un démarreur à distance, encore une fois, on va y aller avec la logique. Le module, le cerveau du démarreur, lui, a besoin d'un certain nombre de millièmes d'ampères pour être capable de dire, même quand je suis endormi, pour garder mes fonctions minimales, je consomme tant sur la batterie. Ouais. Maintenant, j'ajoute des télécommandes. Moi, quand j'envoie de la communication avec mon antenne, barre les portes et compagnie, ça l'opère. Donc, ça prend aussi, même si c'est négligeable, ça prend quand même de la consommation sur le véhicule. Quelqu'un qui a une application téléphonique avec un système de repérage et tout, mais ça fonctionne sur le courant direct de la voiture. Ça veut dire que ça va toujours faire en sorte que la voiture va consommer. Maintenant, on a des questions à se poser parce que j'entends souvent les gens aller dire « Ah, c'est à cause des démarreurs, c'est à cause des démarreurs. » Non, c'est un ensemble de facteurs. Premièrement, quand on va, exemple, laisser le véhicule pour le week-end, là, qu'on ne s'en servira pas, à combien de pourcents est la batterie quand on éteint le véhicule? Parce que ça, c'est important. Si moi, j'ai à faire de l'autoroute, mettons, je fais 30 minutes d'autoroute pour me rendre chez moi versus quelqu'un qui fait un trajet de 10 minutes en ville, que lui, la majorité du temps, il va rouler wide-all. Puis pendant le temps qu'il est wide-all, l'hiver, il est en train d'utiliser sa chaufferette au fond, les wipers fonctionnent. Mais ça, là, c'est de la demande. Ça veut dire que l'alternateur qui est censé recharger la batterie n'est pas en train de le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il pallie à tout le restant de la demande énergétique. Donc, il y a de plus en plus de gadgets dans les voitures aujourd'hui. Puis les constructeurs automobiles coupent dans la qualité des batteries aussi. Tu sais, tantôt, on parlait de Subaru. Tu ouvres le capot d'une Subaru et tu as une batterie de 330 CCA avec un écran de 12 pouces qui te demande plein d'énergie avec des dégivreurs multiples. À un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine logique. Fait que, tu sais, tu vends beaucoup de batteries de plus en plus. C'est en partie pour ça. Ouais. C'est parce que, tu sais, dans les années 90, tu acheté une auto avec une clé physique, avec des vitres à manivelle. Il n'y en avait pas d'accessoires. Exactement. Ça a énormément changé. Puis je pense que les manufacturiers s'en ont quand même rendu compte parce qu'on voit beaucoup de... Dans les dernières années, là, ils mettent de plus en plus des grosses batteries aussi, qui changent AGM. Là. Ouais, ça va être un autre sujet, mais oui, on pourrait aller loin là-dedans, effectivement. Ouais. Ça fait des années que tu es dans le domaine du radio. Qu'est-ce qui fait que tu restes up-to-date d'année en année? Les formations. Moi, je suis constamment en formation, soit au Canada, aux États-Unis. C'est le manufacturier des speakers en tant que tel ou des radios qui t'offrent ces formations-là? Moi, je travaille principalement avec le fournisseur MSC, qui se trouve à être Mobile Solution America maintenant.
Donc, lui, c'est un distributeur qui travaille directement avec les manufacturiers. Puis c'est un distributeur qui amène du contenu d'information. Là. Tu sais, on sent qu'il y a notre succès à cœur, là, puis on sent Ouais. qu'il est généreux. Souvent, j'ai appris tellement de choses dans mon domaine qui n'avaient juste même pas rapport avec ses produits. Tu sais, c'était simplement, je vais te montrer comment faire pour avoir du succès dans ton entreprise. Puis par la suite, quand tu vas être bien placé, bien, à ce moment-là, nécessairement, tu sais, la relation va se construire. Puis de là, ben, tu sais, je vais être porté à l'encourager. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai vu des vidéos que tu as faites, tu parlais aussi de bateaux. Ouais. C'est-tu autant, faut-tu te mettre autant à jour avec les bateaux que les voitures ou ça se ressemble beaucoup? Non, les bateaux, ça, j'aime ça aussi. Parce que on s'entend qu'un bateau, tu sais, c'est un environnement de party. Hein? Fait que, tu sais, souvent, les gens là, qui ont un système de son là-dessus. Là, tu il le faut vois que ça sourire, c'est fonctionne. un gars de Repentigny. Oui, il y a des il belles histoires grandi à pas loin de la raconter, marina. Ah, des histoires de Tu sais, bateaux. ouais, mais- ouais, ouais. non, mais un bateau, c'est le fun. C'est simple. Là. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il faut juste comprendre. Tu as de la place pour passer le filage. Oui, ben c'est exactement ça, je m'en Ouais. allais dire. Passer des fils dans un bateau, là, tu sais, oui, il y a une technique, il y a une logique à respecter qui fait en sorte que notre intégration va durer dans le temps. Mais outre que ça, c'est beaucoup plus simple. Il y a nettement moins de complexité qu'on a à travailler avec. Des VR. VR aussi. VR, je dirais peut-être des fois un petit... Ben, dans le VR, on va dire, dans le motorisé, oui. Dans la roulotte, peut-être un petit peu moins. Ouais, ouais, ouais. Mais motorisé, ça aussi, on en fait quand même beaucoup. Là, évidemment, je veux te parler. Parce que ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans le domaine automobile, mais qui sont souvent des cordonniers mal chaussés. Alors, ce que je veux savoir, c'est ce que tu conduis, puis est-ce que tu as un système audio dans ton véhicule qui est à la hauteur de tes connaissances? Premièrement, je dirais oui, parce que moi, comme je suis un passionné de son, fait que j'ai toujours des systèmes. Quand j'étais jeune, j'ai toujours eu des systèmes, on va dire, qui étaient le top du top. Puis ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que, tu sais, je faisais des démonstrations dans mon véhicule, les gens, ils venaient, ils étaient comme complètement impressionnés. Puis là, ils disaient comme, waouh, hey, si je veux ça, combien ça coûte? Là, tu dis, ouais, ça, c'est 30 000 $. Fait que là, le monde faisait comme, bah, OK, c'était. Puis ton char vaut c'était bien le combien? fun, 12 000. mais tu sais, moi, personnellement, je conduis un Hyundai Santa Fe 2019. J'ai le modèle OK. Luxury. J'ai réussi à aller chercher le modèle avec toutes les options, mais sans avoir le système audio. Donc, j'ai pu là, perfectionner mon système audio là, dans ma voiture. Mais tu sais, comme présentement, je fonctionne avec la compagnie de haut-parleurs Blam. Blam Audio, c'est une compagnie française. Des fois, les gens ils connaissent Focal Ouais, de OK. nom. Ben, Blam, dans le fond, c'est l'ingénieur de Focal que quand la compagnie s'est faite vendre pour une grosse multinationale, ben, il y a des gens de cette entreprise-là qui sont partis à leur compte, qui ont créé l'entreprise Blam. C'est des haut-parleurs qui sont là d'une qualité sonore phénoménale. Fait que j'ai la chance de pouvoir expérimenter ça à tous les jours dans ma voiture. Mon véhicule, j'ai fait une bonne, je dirais, une bonne insonorisation au niveau des portes en avant très récemment. Fait que même si, tu sais, je suis content, je termine de le payer là au mois de février, mais j'ai pas l'intention de le vendre. là. J'attendais pour aller voir les Parce que nouveautés. là, c'est plus qu'un processeur. Là, ça se démonte pas comme ça. Là. Moi, je suis pas. Malgré le fait que je travaille dans le domaine automobile, je suis pas un fan des véhicules, je suis un fan de son. Moi, ouais. moi que j'aille un véhicule à 150 000 ou que j'aille un véhicule à 60 000, si le son est décoiffant, si la scène sonore elle est tellement impressionnante, quand j'écoute mon son, je suis tellement transporté, ben j'ai plus le comprends. temps de penser au véhicule dans lequel je suis. Moi, il me rend du point A au point B, parfait, tant mieux. tu sais. Le Fait reste, que, c'est pas important. Là. C'est ça, le reste n'est pas important. As-tu l'oreille absolue? T'en définis oreille absolue? Qu'est-ce que tu veux Ben, dire? en fait, es-tu capable de déceler parfaitement tous les sons, de nommer les notes? Non, j'ai Non, pas, ok. j'ai pas une oreille absolue. Par contre, je sais les défis dans les véhicules automobiles. Fait que je suis souvent en mesure d'être capable d'identifier, de dire telle note, c'est dans telle plage de fréquence. Donc, dans mon programme, je dois Ok. aller ajuster à tel endroit. Là, tu sais. Tu l'as appris à ta façon, Ben, essentiellement. dans le fond, je l'ai appris grâce à des outils. Parce que, tu sais, il y a des gens qui calibrent à l'oreille, puis il y a des gens qui calibrent de manière plus professionnelle avec Ouais. des outils. Ben, je dirais que c'est des outils qui me l'ont appris. Parce OK. que moi, quand que je suis dans un véhicule automobile puis je calibre, ben, c'est simple, j'ai des earplugs dans les oreilles, des bouchons, puis j'ai mon micro, puis je passe des sons, puis je regarde c'est quoi qui se passe, puis là, ben, je sais que, OK, ça, c'est surreprésenté, je dois aller là, je dois aller le OK. baisser. Fait que, tu sais, oui, il y a une certaine partie qui se termine à l'oreille, oui, il y a l'expérience de comment c'est supposé pour jouer, mais techniquement, le fondamental, ça se fait tout avec des mesures. Fait que tu mets pas toujours la même tune à chaque fois que tu programmes un char. Ah, Tu mon laisses pas Dieu. jouer de même dans le char, puis tu... Si tu verrais, le monde, il pense que, tu sais, programmer un système de son,
Écoute, si tu verrais ce que j'écoute quand je programme un système de son, la première chose, j'écoute quelqu'un qui compte de 1 à 25, mais lui, c'est que dans l'enregistrement, de la façon qu'il est fait, sa voix, quand il compte, elle est extrêmement centrée. Donc, OK. c'est que ça me permet, tu sais, quand tantôt je parlais de délai sur les haut-parleurs, bien, d'avoir une voix comme ça me permet d'être capable de savoir, de déterminer où va se situer le centre dans mon véhicule pour, par la suite, changer de chanson et aller chercher une chanson que ça dit, exemple, bon, présentement, ma voix est à l'extrême gauche. Par la suite, ça va dire ma voix est au centre. Par la suite, ça va dire ma voix est à l'extrême droite. Puis là, moi, ma job, c'est de m'assurer que j'ai le plus de séparation possible entre les extrêmes pour faire en sorte que quand il y a des effets transitoires dans les chansons, là, qu'on sent là, que c'est immersif, que tout vient de partout, tu sais, quand un système de son est bien calibré, là, c'est simple, il ne faut pas que tu sois capable de dire le son vient de là ou le son vient de là. Il y a une image fantôme qui se crée quand une calibration est bien faite, puis c'est vraiment le son là, vient de partout, comme si tu étais en train d'écouter un artiste performer dans une salle de prestation. Là, tu sais. Est-ce que c'est ça la meilleure sonorité, de recréer un environnement naturel, ou est-ce qu'on peut améliorer le son par rapport à un environnement qui serait normal? Oui, je dirais, mettons, le véhicule automobile, il y a beaucoup de défis pour être capable de se rendre là. Tu sais, comme Ouais. en partant, quand on va rouler avec un véhicule sur l'autoroute, il y a beaucoup de bruit de route, chose Ouais. qu'on n'aura pas à la maison. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui doivent être préparées pour ça. Tu sais, comme des fois, les gens qui veulent remplacer des haut-parleurs, puis ils veulent mettre des haut-parleurs haut de gamme dans leur véhicule, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un remplacement de haut-parleur il y a 3 facteurs extrêmement importants qui vont faire en sorte de dire on a-tu réussi ou pas. Le haut-parleur qu'on change physique, c'est 1/3 de la solution. C'est vraiment pas beaucoup important. Quand on achète un haut-parleur à la maison, est-ce qu'on achète un driver ou on achète une colonne de son que les haut-parleurs viennent à l'intérieur? On achète la colonne. Ouais. C'est un tout. Donc, ça veut dire que les haut-parleurs qui ont été insérés dans la colonne, elle est fabriquée pour donner une réponse, pour faire en sorte que les haut-parleurs soient exploités au maximum. Maintenant, transposons ça dans un véhicule où ce que moi, je prends mon haut-parleur puis je m'en vais le mettre directement sur ma tôle avec des fois le petit plastique qui shake dans la porte. Ouais. Il n'y a aucune préparation de faite pour ça. Donc, des fois, je vais dire aux gens, c'est mieux de prendre un haut-parleur des fois de moindre valeur et de tenter de consacrer du budget à l'insonorisation de la porte. Allons créer un cabinet dans la porte pour faire en sorte que le haut-parleur puisse performer le mieux possible. T'es rendu à ta super question. Oui, exactement. C'est la super question. Ouais, allons-y. Quelle est la pire erreur que les gens font quand ils changent un système de son? Quand tu achètes une voiture, Ouais. Je dirais commencer par remplacer les haut-parleurs. Je dirais vraiment ça. Je pense que c'est la pire erreur. Parce qu'on prend un haut-parleur pour que ça soit efficace. Normalement, il faut qu'il soit le plus possible rapproché du wattage que le radio donne. Puis ça veut dire que, exemple, un haut-parleur d'origine qui a 30 watts, mon radio qui envoie 15 watts, ça veut dire que j'ai un ratio de 2:1. Je suis quand même correct. Là, ce que je fais, c'est que j'enlève le haut-parleur d'origine avec un ratio de 2:1, puis je vais aller mettre un haut-parleur, mettons, de 100 watts. Là, je tombe avec une amplification. Mon haut-parleur a besoin de 5 fois plus d'énergie que ce que le radio est capable d'y donner. Je viens de créer un différentiel énorme. Seul Marie l'avoir. Mon radio va commencer à gricher plus rapidement parce que il va s'essouffler plus vite, il ne sera pas capable de suivre la cadence. Le haut-parleur, moi, je paye une paire de haut-parleurs à 300-400 $ la paire. J'ai des attentes sur cette paire de haut-parleurs-là, mais je ne serai jamais capable de la faire jouer à son plein potentiel parce que je n'ai pas l'infrastructure en arrière pour le permettre. C'est pour ça que je dirais, probablement la pire erreur, c'est de penser améliorer son sort en changeant les haut-parleurs dès le départ. question rafale. La première, c'est quel manufacturier qui a le meilleur système de son d'origine? Je dirais... Bon, ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ou le meilleur système audio qui t'a été donné d'entendre dans une voiture d'origine. B&O sont bien. B&O dans les Audi, là, il y a certains modèles, là, comme celui là, avec les tweeters là, qui vont lever là, comme ça. Là, ça Et c'est A8. c'est quand même très immersif, je dirais comme ça. Le B&O de l'Audi. pire, Oh boy. Le pire. si tu penses à une marque Je automobile... vais prendre B&O encore. C'est drôle, hein? Je vais y aller pour le meilleur et pour le pire. Ah oui? B&O dans un Ford F-150. C'est un système qui a un potentiel énorme. La qualité sonore est là, mais tu arrives là, puis le volume, là, il bloque à 30, là, puis on dirait que tu fais comme, mais qu'est-ce qui se passe? T'sais? On sent qu'il y a le potentiel pour être capable de lever à 50, mais il bat à 30. Mais ça sonne quand même mieux que si tu achètes une Impreza de base.
Oui, OK, mais moi, je parle dans les systèmes de son, on va dire, brandés. Pour lequel tu as payé. Là. Oui. Mais sinon, si on y va juste dans un système de son de base, je dirais que probablement que Subaru, avec le radio Starlink, là, c'est eux autres qui ont la palme d'or du pire système qu'il n'y a pas. Là. Je suis d'accord. Désolé, Subaru. Un bon système audio dans une voiture donne-tu une valeur de plus à la revente? En toute franchise, je dirais ça dépend, c'est relatif, ça dépend à qui tu vends ta voiture. Si tu vends ta voiture à quelqu'un qui a une considération pour l'audio, ça va donner un plus-value. Si, exemple, tu as une Porsche 911 2006-2007, mettons une 997, qui ne vient pas avec les plateformes automobiles, Apple CarPlay, Android Auto, qui est très rétro, bien oui, de pouvoir soit, mettons, remplacer la radio, mettre un meilleur ampli, des meilleurs haut-parleurs, là, ça va donner un plus-value. Fait que, je dirais c'est relatif au type de véhicule et au client avec qui on va le vendre. T'sais, évidemment que dans un cas de concessionnaire automobile, on remet le véhicule en échange. Je le dis à tous vos auditeurs, c'est de l'argent dépensé de laisser nos produits là. Eux, ils n'en ont absolument rien à battre. Ben non, souvent, même les véhicules s'en vont dans les encans. Ben c'est important de récupérer l'équipement, mais de là, de dire un plus-value, c'est relatif. Tu me disais tantôt autour de 1 800 $ pour un système audio qui sonne raisonnablement. L'étape suivante, c'est quoi? Là, à ce moment-là, c'est le remplacement des haut-parleurs. Parce que quand on part, qu'on a une bonne infrastructure, on a un ampli avec un processeur, on a réglé notre problème de source et on a réglé notre problème d'amplification. Maintenant, on est rendu au haut-parleur. Parce que là, le haut-parleur, c'est là qu'on va se permettre d'aller en chercher un qui est plus performant. Étant donné qu'on a l'ampli maintenant pour être capable de l'alimenter, ce haut-parleur-là va pouvoir jouer à son plein potentiel et de là créer encore une meilleure amélioration et offrir une meilleure différence. Okay. Le système audio le plus cher que tu as vendu? 83 000 Dans une voiture? Oui. Ben écoute, puis ça, j'adore cette histoire-là. Ça, j'ai vendu ça, imagine, là, parce que tout le monde pense que c'est un véhicule de luxe, là, j'ai vendu ça dans un Chrysler Town & Country. Une fourgonnette? Ouais. Wow! Puis le monsieur, c'était un peintre. Puis lui, comme il m'expliquait, il me disait, tu sais, Francis, exactement le principe qu'on parlait tantôt. J'ai pas le temps d'écouter de l'audio chez moi. Il dit, je l'ai l'argent pour mettre un 100 000 dans un système de son chez nous. Il dit, je suis jamais chez nous, je suis tout le temps en train de travailler. Il dit, mon véhicule, il dit, c'est mon bureau, c'est mon environnement de travail. C'est là que j'ai le temps de décharger mon stress. Il dit, c'est là que je n'ai de besoin. Puis lui, son système, c'était phénoménal. Là. C'était un bijou. Là. Je dirais peut-être une dizaine, 10-15 ans environ. On l'a pas fait d'un coup. Il y a eu des étapes à ça, mais tu sais, des étapes avec... 15 ans, ça a coûté 83 000. Ah ouais, oui, absolument. Là. Puis la fourgonnette coûtait comme 45 000 $. Oui. C'est encore une fois, le système audio n'a rien à voir avec le véhicule. Il ne faut pas penser que pour s'offrir un système audio de luxe, ça prend un véhicule de luxe. Mais à quel point tu n'as pas tout remplacé là-dedans? Bien, j'ai tout remplacé là-dedans. Là. On s'est gâtés là, avec des haut-parleurs qui valent des milliers de dollars, là, des bijoux d'ingénierie, des amplificateurs à 15 000 $ l'ampli, puis 15 000, on recule à 10-15 ans. Là, on n'est pas au prix de 2026. Là, wow. Fait que, c'était quelque chose. C'était une expérience à vivre. Est-ce qu'on peut interchanger une installation moderne d'un véhicule à un autre d'un claquement de doigts, ou est-ce qu'il faut absolument passer par un expert comme vous? On peut le faire facilement si on est prêt à sacrifier le filage qu'on a acheté au départ. Si on est prêt à sacrifier le filage, c'est très simple. Un processeur audio, c'est ce qui sort de l'amplificateur d'origine qui rentre dans le processeur et c'est ce qui s'en va au parleur. Si on fait juste enlever la boîte et on reconnecte les fils ensemble, tout vient de retomber comme d'origine. Fait que, ça se fait vraiment très bien. Si on veut récupérer le filage, bien là, à ce moment-là, là, c'est un petit peu plus long. Mais comme je dis aux gens souvent, la façon de calculer, mettons, un budget pour une désinstallation, c'est très simple. Regardez combien ça vous a coûté en installation. Divisez ça par 2, c'est à peu près le coût que ça va coûter pour désinstaller l'ensemble du système. Là. Pas plus compliqué que ça, parce que tantôt, tu me parlais d'une installation à peu près 500-600 $ pour un système à 2000 $, là, grosso modo. Fait que ça veut dire que 250 $ t'as fait désinstaller ton stock. C'est ça. Puis, on garde la valeur du produit, puis à ce moment-là, ben, le prix d'installation que ça a coûté sur le véhicule 1, c'est sensiblement ce que ça va coûter sur le véhicule 2. Fait que, c'est facile à ce moment-là d'être capable de planifier le budget. Là. Puis en audio pour 2026, quel item ou quelle pièce ne pas acheter? C'est une bonne question, ça. Quoi ne pas acheter? Je dirais peut-être
ne pas acheter d'amplificateur sans processeur audio. Je vais peut-être y aller comme ça. Parce qu'il existe des interfaces pour permettre des intégrations d'ampli sur les véhicules. Mais si l'information n'est pas améliorée, si je n'ai pas les outils de calibration pour me permettre de prendre l'investissement d'équipement qui est fait puis d'être capable de l'emmener à son meilleur, c'est que je trouve que c'est comme gaspiller un peu son argent, la tirer dans l'eau. Là. OK. Là, c'est pas une question qu'on avait, mais je suis curieux là-dessus. Il y a bien des gens aujourd'hui qui savent qu'ils peuvent écouter YouTube ou la télé pendant qu'ils conduisent. Mm-hmm. Évidemment que c'est pas légal, mais on doit te demander ce genre d'installation-là. Ben écoute, il y a beaucoup de pièces maintenant, je dirais, c'est vraiment rendu raffiné technologiquement. C'est des pièces d'intégration qu'on prend puis qu'on branche directement dans notre entrée USB. Puis ça va simuler une interface qui va se créer à partir des plateformes automobiles dans laquelle les personnes vont être capables d'avoir YouTube. Fait qu'ils n'ont même tout, pas là. besoin de passer par toi, ça se fait tout naturellement. Absolument, absolument. Je conseille plus ou moins ces produits-là parce que, tu sais, souvent, on le Ben sait, oui. tu sais, ah oui, mais c'est pour ma fille en arrière. Ouais, mais tu sais, est-ce que toi, quand tu vas conduire, tu vas la regarder? Tu sais, c'est hautement distrayant. Fait que moi, le vidéo, je suis pas trop pro ça parce que je sais que c'est déjà les gens, tu sais, on le voit avec le téléphone cellulaire, sont tellement distraits que si on vient rajouter du visuel en plus, là, c'est l'enfer. Francis, merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'aimerais, en terminant, que tu plugues, évidemment, Fortin Autoradio, numéro de téléphone, adresse. Oui, on veut absolument. te rejoindre. Mais pour nous rejoindre, nous, c'est soit info@fortinradio.ca ou vous avez également notre numéro de téléphone, le 514-255-2720. Fait que si, dans le fond, vous voulez faire affaire avec des gens qui sont professionnels, qui savent de quoi ils parlent, qui savent ce qu'ils font, qui sont capables de vous donner des bons renseignements, qui font en sorte que c'est pas de juste vous vendre le plus de produits, mais de tenter vraiment de comprendre votre projet, bien, à ce moment-là, vous passez nous voir. On est spécialisé là-dedans, ça va nous faire plaisir de vous aider. Un Puis gros tu merci, dois avoir Francis. un site web. Oui, absolument. Merci de me laisser la chance de me rattraper. Donc, c'est www.fortinautoradio.ca. Merci, Francis. Merci à vous, Un gros messieurs. Et à un prochain véhicule. Oui. Bye.